Le film Inception, ça fait un moment qu'il est sorti, et je n'ai jamais vu ce film être analysé sous l'angle de l'ingénierie sociale. Je comprends pas, et pourtant, il y a tellement d'éléments clés, de principes, tellement de ressources qui sont sujettes à interprétation dans ce film que je me suis dit, bah, tu sais quoi, pourquoi pas en discuter, en parler comme ça avec toi, là, tranquillement. Déjà, bienvenue sur ma chaîne où d'habitude, je donne mon avis sur des films cultes que je découvre dans mon âge adulte. Sauf que cette fois-ci, ça va être un épisode un peu particulier parce que là, je vais être un peu plus conceptuel. C'est un film d'abord, Inception, que j'ai déjà vu. Nous allons survoler l'élément storytelling, mais ce qui va nous intéresser, c'est l'interprétation de ce film. Mais déjà, Inception, bon. De quoi est-ce que ça parle? Inception est un film de science-fiction réalisé par Christopher Nolan, sorti en 2010. Il explore les thèmes du rêve et de la réalité à travers l'histoire de Dom Cobb, un voleur d'élite spécialisé dans l'extraction, le vol de secrets précieux et de l'inconscient d'individus pendant qu'ils rêvent. Cobb a la chance de se voir offrir l'opportunité d'effacer son passé criminel en échange d'une mission apparemment impossible, l'inception, soit l'implantation d'une idée dans l'esprit d'une personne par le biais d'un rêve. Pour réussir, il doit assembler une équipe de spécialistes et plonger dans les couches du subconscient, tout en luttant contre ses propres démons et ceux des mondes oniriques qu'il traverse. Le film se distingue par sa complexité narrative, ses visuels innovants et son exploration profonde de la nature de la réalité et de l'identité. L'avantage des œuvres de Christopher Nolan, c'est que justement, on peut les interpréter de mille et une manières. La preuve, l'un de ses derniers films de ce style qui est sorti, qui est Tenet, il y a eu mille et une théories autour de la fin du film, autour du personnage principal, etc., etc. Ce sont des films qu'il faut regarder plusieurs fois pour en comprendre mieux le sens. On a toute une panoplie de concepts qui nous permettent à nous, spectateurs, de nous projeter dans la vie réelle, parce que c'est très mental, c'est très psychologique. Mais du coup, quel lien on peut en faire avec l'ingénierie sociale ? Concrètement, bah déjà, l'ingénierie sociale, qu'est-ce que c'est? Ce sont des techniques de manipulation visant à faire divulguer des informations privées afin que ces informations-là soient utilisées pour des fins personnelles, pour des gains personnels, extraire purement et simplement de l'information. C'est-à-dire que oui, la finalité va être de tirer des informations, des données, des datas qui sont peut-être digitales, mais le point sensible va être la psychologie humaine, va être l'aspect, va être la faille, le point sur lequel il va jouer, va être le cerveau humain. À titre d'exemple, je sais pas si vous avez vu le dernier film de Jason Statham, donc The Beekeeper, qui est sorti il y a pas longtemps, un film d'action, thriller. Jason Statham bousille tout le monde, tout ça. Très très bon film d'action, voilà. C'est pas le meilleur, mais ça fait le café. Le début, l'introduction du film, c'est purement et simplement la démonstration de l'ingénierie sociale. Il lui met une pression qui, elle, cette pression va l'amener à fournir un mot de passe. L'influence qu'elle a subie et qui lui a emmené à produire, à faire, à commettre une action. Classique. Mais ce qui devrait faire monter notre niveau de vigilance, moi, c'est que ces méthodes-là d'ingénierie sociale, elles ne sont pas limitées uniquement à l'informatique. Que ça soit dans la communication, que ce soit dans le marketing, que ce soit dans la publicité, que ce soit dans la politique, c'est-à-dire de la simple utilisation des données afin de pouvoir mieux vendre un produit, afin de pouvoir mieux cibler la vente d'un produit sur Internet, inciter la population à aller dans une direction, à penser d'une certaine manière. Tous ces éléments qui vont jouer également sur les émotions, la peur, la joie, la tristesse, l'ingénierie sociale, partout, mais surtout encore plus présent et encore plus intime qu'avant, depuis qu'on a ces petites choses-là dans nos poches, ou à côté de nos lits quand on dort. Je veux que tu fasses quelque chose pour moi, je veux que tu me donnes quelque chose, du coup, je vais agir d'une certaine manière à ce que, au final, la résultante soit que tu fasses cette chose-là pour moi. L'application dans le film Inception, c'est quoi? C'est le dépôt d'une idée. L'objectif principal de notre protagoniste Cobb, c'est juste
d'implanter une idée dans la tête de quelqu'un. Il ne s'agit pas juste d'espionnage industriel. Vous voulez que je procède à une implantation? J'espère que vous saisissez toute la gravité de ce que vous demandez. Maintenant, Christopher Nolan, lui, il s'est dit, bon bah je vais faire un concept autour des rêves, voilà. Et donc, il y aura plusieurs rêves avec plusieurs niveaux, et les rêves sont une représentation de la personne, machin chouette. Et lorsque un élément est altéré au niveau des rêves, donc ce que Cobb souhaite faire en implantant une idée, et ben cela va se traduire dans la réalité. Je mets quand même l'alerte spoil au cas où si quelqu'un n'a pas regardé le film Inception. Si c'est pas le cas, cours rapidement rattraper cela. Mais la résultante de l'action que Cobb est en train d'effectuer, c'est pour que Robert Fisher Jr., lui, puisse agir et puisse par la suite démanteler l'entreprise de son père, machin chouette, action qui bénéficiera pleinement à Saito. Pour arriver à ce résultat-là, Saito, donc le commanditaire, ne va pas mettre un gun sur la tempe de Robert Fisher pour qu'il puisse le faire. C'est une action beaucoup trop grande. On ne peut pas demander quelque chose d'aussi grand sous la pression d'une arme, parce que beaucoup de problèmes vont être engendrés. Un démantèlement d'une entreprise tout entière, ça représente des milliards, ça ne se fait pas comme ça. L'inception en français, sera la manière la plus subtile pour pouvoir faire en sorte que l'acte puisse être perçu comme venant de lui. Si on peut voler une idée dans un esprit humain, pourquoi on ne pourrait pas en semer une aussi? D'accord, je vais implanter une idée dans votre tête. Si je vous dis évitez de penser aux éléphants, vous allez penser à quoi? Des éléphants. Oui, mais c'est pas votre idée, parce que vous savez que c'est moi qui vous l'ai donnée. L'esprit humain peut toujours retracer l'origine d'une idée. L'inspiration pure est impossible à simuler. Non, c'est faux. Je suis marketeur et je souhaite vendre un produit. Mais mon produit, je ne vais pas le vendre frontalement, ouvertement. Non, pour cela, il faut que j'ai des techniques. Il faut que j'incite, il faut que j'invite à venir consommer mon produit. Comment est-ce que je vais faire? Comment est-ce que je vais le vendre? Je vais faire en sorte que ça vienne de lui. Je vais, pour la plupart du temps, créer un besoin qui n'existait pas auparavant, qui va par la suite résulter d'un achat. Pour pouvoir faire en sorte que mon produit soit acheté, je ne vais pas mettre un gun sur la tempe du consommateur. Il y a beaucoup trop de consommateurs. Et puis ça serait quand même illégal. Non, on va faire de la pub. On va jouer sur une corde beaucoup plus sentimentale, beaucoup plus personnelle. On va essayer de mettre en avant certaines valeurs. On va s'engager socialement. Je souhaite que ma population puisse agir d'une certaine manière. Exemple, je veux que personne ne sorte de chez lui. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais en gros jouer sur des cordes sensibles. Encore une fois, si vous allez dehors, vous risquez de vous mettre en danger, de mettre en danger la vie de vos proches. Chapitre suivant, je souhaite qu'ils prennent un certain vaccin. Voilà, si vous prenez cela, vos proches seront protégés. Voilà, on va jouer sur une corde sensible. Mais au final, ces actes-là, qui les posera? Qui a le libre arbitre? Est-ce que quelqu'un va poser les actes à la place d'un consommateur ou à la place d'un citoyen ou que sais-je? Non. Peu importe le scénario, tout le monde a le libre arbitre. Et dans un monde comme ça, en fait, on ne peut pas ignorer l'aspect psychologique. Tu peux sortir de chez toi sans portefeuille, sans téléphone, payer avec ta montre au restaurant, au travers de tes lunettes pouvoir enregistrer des vidéos. Voilà, on a l'impression qu'on est devenu des cyborgs, moitié homme, moitié robot. Oui, d'accord, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton téléphone, tu as des milliards d'informations dans ta poche, mais tu restes quand même un humain. Et ton cerveau là, Homo sapiens sapiens, il n'a pas changé. Même fonctionnement, même principe. La rationalité, les émotions, les processeurs ont beau être plus performants, etc., cela reste le processeur le plus puissant et le plus inchangé. Il n'y a pas eu de mise à jour du cerveau, ça reste le même. Mais d'ailleurs, que nous enseigne le film Inception en matière de défense, par exemple? Parce que justement, le challenge du film, pourquoi le film était si intéressant, c'est parce que il y a eu de la résistance. Cobb ne pouvait pas atteindre son objectif, ne pouvait pas réaliser sa mission, parce que tout au long de sa route, il y avait une armée contre lui. Pourquoi on s'est retrouvé dans une embuscade? Elle n'avait rien de normal, ces projections. Elles ont été bien entraînées. Comment on peut les entraîner? Fisher a engagé un extracteur qui a enseigné à son subconscient une façon de se défendre, alors son subconscient s'est militarisé, ça aurait dû sortir dans mes recherches. Robert Fisher était préparé contre ces attaques-là d'Inception, et du coup, avait formé une armée mentale. Cette armée-là, en fait, ils se défendaient eux-mêmes. Ils défendaient Robert Fisher contre l'implantation d'une idée. On regarde le film du point de vue du protagoniste, Cobb,
Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est en fait c'est un manipulateur. Et bien en matière de défense, ce que l'on peut retenir de ce qui se passe dans l'esprit, dans les rêves de Robert Fisher Jr., c'est qu'en fait, l'esprit, notre mind, d'accord, notre cerveau doit être défendu coûte que coûte. De la même manière à ce que notre corps a des globules rouges mais des globules blancs. Les globules blancs, c'est pour la défense. La défense contre quoi? Parce que le corps humain est exposé à tout plein de microbes au quotidien. Et le but de ces anticorps-là, c'est de nous défendre contre ces bactéries. Parce qu'une bactérie peut être mortelle. Dans le cas d'Inception, on a un système de défense qui se met en place contre des attaques extérieures. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? C'est parce que mon subconscient sent que ce n'est pas lui qui est en train de créer ce monde. Et plus tu modifieras les choses, plus vite les projections vont converger vers toi. Converger? Ils sentent la nature étrangère de celui qui rêve. Ils se défendent comme des lymphocytes qui combattent une infection. Quoi, ils vont nous attaquer? Non, pas nous. Juste toi. Son esprit est à défendre coûte que coûte. Un peu comme si une pensée, une idée souhaitait pénétrer votre cerveau. Les systèmes de défense vont vous permettre de vous défendre contre cette pensée-là. Ce qu'il faut visualiser, encore une fois, c'est l'esprit humain comme un château fort. Et au quotidien, des informations, de la marchandise, des personnes rentre dans ce château fort. Donc le pont-levis est abaissé. Lorsqu'on est conscient qu'il y a une attaque, que fait le pont-levis? Comment est-ce que les ponts-levis sont utilisés à ce moment-là? Le pont-levis se lève pour se mettre en mode défense contre les attaques extérieures et que rien ne puisse rentrer. Et je vais même prendre un exemple encore plus moderne, les portiques de sécurité dans les aéroports. Lorsqu'on voyage, on ne peut pas voyager avec n'importe quoi. Si les portes sont passées et qu'il y a un bip, s'il y a quelque chose qu'il faut retirer. Une montre, une ceinture pour la plupart. Et si ces éléments-là qui ont bipé et que les membres du personnel de l'aéroport décident que ces éléments ne passeront pas, ces éléments-là ne passeront pas. Vous, peut-être, vous pouvez passer. Mais ça reste ici. Pareil pour les bouteilles d'eau, pareil pour les parfums. Tout ça pour dire quoi? Pour revenir à l'esprit humain, il y a certaines informations, elles doivent être passées sous un scanner. Est-ce que cette information-là est valable? Est-ce que cette information-là est bonne pour moi et pour mon esprit? Lorsque je regarde une vidéo YouTube, lorsque je regarde la télé, lorsque je regarde les informations, lorsque j'écoute quelqu'un dans la vraie vie, dans la rue, un membre de ma famille, et un prof, et nanani, nananer, collègue de travail qui est en train de me parler. C'est un travail qui se fait au quotidien, je vous assure. Est-ce que ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit, c'est valable ou pas? Ça passe sous un scanner. Pip. Et l'une des règles principales qu'on observe dans le film Inception, c'est que c'est pas n'importe quelle information ou idée qu'on laisse rentrer dans notre esprit. Et du coup, si on ne veut pas que cette information rentre, il faut se défendre. Quel est le scanner? Le scanner va être nos principes, va être nos limites et notre éducation. Tu pourrais pas dire à ton subconscient de se calmer? C'est mon subconscient, je te rappelle, je n'ai aucun contrôle dessus. Notre connaissance, notre expertise, nos diplômes. Il est important du coup de mettre à chaque fois à jour son logiciel pour ne pas passer peut-être à côté d'informations qui sont vitales. Je suis désolé, je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi conceptuel, mais c'est le sujet qui impose. L'information passe, je la filtre et je la regarde comme ça en mode... Je me pose des questions sur... Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est la vérité? Pour quelle raison? Pourquoi? Mais comment? En gros, l'une des manières de pouvoir se défendre contre ces techniques d'ingénierie sociale, c'est de remettre en question. Les Grecs ont verbalisé des tonnes et des tonnes de concepts. Philosophie, politique, mais notamment... le concept de l'expression orale, l'art de débattre et de convaincre. Et ce qui, moi, m'intéresse, c'est que c'est intéressant de voir que dans un discours, au quotidien, on est bombardé de discours et de personnes qui s'expriment face caméra, dont moi actuellement, pour pouvoir convaincre. Il y a le logos, l'éthos et le pathos. Le logos, ça va être les mots, le verbe, la rationalité, tutti quanti. L'éthos va être le statut de la personne qui parle, qui est la personne, son grade, etc., etc. Le pathos, le pouvoir émotionnel que l'on va avoir dans notre discours. Soit je convainc par les mots, soit je convainc par qui je suis, soit je convainc par comment est-ce que j'amène,
comment est-ce que je parle pour pouvoir influencer et toucher la corde sensible qui est l'émotion. Et dans la société actuelle, si tu restes cologos, bon courage. Ensuite, lorsqu'on passe sur l'éthos, l'éthos va permettre à ce que je sois convaincant sans avoir même mis une goutte de rationalité. Mais le level au-dessus, c'est quoi? Les émotions. Comme dans le film The Beekeeper, la raison pour laquelle cette vieille dame a donné son mot de passe, c'est uniquement parce qu'elle sentait qu'en elle allait perdre quelque chose qui était de valeur pour elle, qui était ses photos, ses vidéos qu'elle a peut-être eues avec ses petits-enfants, ses enfants, c'est une vieille dame, elle a que ça qui lui reste et tout et tout. Dans le film Inception, ça va être pareil. Qu'est-ce qui va faire que Robert Fisher Jr. va démanteler l'entreprise de son père? Je sais que tu es extrêmement déçu. Que je ne sois pas comme toi. Non. Je suis extrêmement déçu que tu aies essayé de le devenir. Suis ta propre voix, sois toi-même. Il n'y a pas uniquement un discours logique là-dedans. Il n'y a pas uniquement un discours sur « je suis ton père, écoute-moi ». Non, il y a un discours qui touche directement le cœur. C'est en tout cas une clé et ce que j'ai pu retenir en regardant le film Inception.